Il est de ces réalisateurs qui ne vont faire qu'un ou deux films et s'éteindre professionnellement à jamais. Robert Armand, par exemple, et son Hitcher, qui ne retrouvera malheureusement pas de film à cette hauteur. Et ici, Elliot Silverstein, qui va travailler sur des séries télévisées et vivre jusqu'à 93 ans, sans oublier qu'il nous aura donné quand même un formidable western, Un homme nommé Cheval, avec un Richard Harris toujours aussi habité, et un peu avant, un western humoristique, Cat Ballou, avec Lee Marvin et Jane Fonda. Et voici qu'en 1977, le gars nous sort un petit film, oh pas un chef-d'œuvre, mais bien ce genre de film qui choque une certaine génération, le petit film qui bouleverse l'imaginaire des gosses, adolescents et adultes ayant vu le film dans les 10 ans ayant suivi sa sortie. Une de ses dernières diffusions télévisées étant celle du 8 mai 89 sur la Défense 5 et qui choqua pas mal la mienne de génération. Ici, nous sommes donc sur un bon film à suspense routier, un road movie en anglais comme on dit, comme le Duel de Steven Spielberg l'avait fait juste avant lui, substituant le gros camion semi-remorque à une grosse voiture aux vitres teintées dont on ne sait rien. L'histoire se déroule à Santa Inés, une communauté fictive située dans l'Utah. Une énorme berline noire roule à tombeau ouvert sur la route du désert. Elle frappe d'abord deux cyclistes dans les montagnes, puis un autostoppeur aux abords de la ville. Le shérif Everett et le capitaine Wade Parent commencent l'enquête. Une vieille dame, témoin de l'accident, affirme que la voiture était sans chauffeur. Il n'y avait personne à la place du conducteur. Elle a dit que, au volant de la voiture, il n'y avait personne. La voiture repart vers le désert avec toute une escouade de voitures de police derrière elle. Elles sont toutes détruites et Wade est blessé dans l'affrontement. Celui-ci va se réveiller dans un hôpital et va constater avec des policiers survivants qu'il semble s'agir d'une voiture ayant une origine démoniaque. Un film qui n'est certes pas au niveau de Duel techniquement parlant, mais qui n'hésite jamais à montrer les meurtres les plus fous, se lâchant sur le visuel et dont le casting de John Carpenter en sera une version bien plus travaillée. Reste que le fond et la forme sont là, le film ne sombre jamais dans le ridicule et le scope et ses plans larges sont très bien adaptés à la voiture satanique parcourant les routes. Le directeur de la photographie, Gerald Hirschfeld, est un régal et c'est par celle-ci et son atmosphère, faite de grands espaces poussiéreux, que le film gagne la partie. Un grand Hollywood qui travaillait sur Point Limite ou Les Yeux de l'Enfer de Sidney Lumet, Goodbye Columbus de Larry Pierce, Frankenstein Jr. de Mel Brooks, New York ne répond plus de Robert Klaus, un tueur dans la foule de Larry Pierce encore, Mort suspect de Michael Crichton, bref, le symbole même de la photographie de ces années-là, un maître. Écoute. Michael Butler, Denis Shryack et Lane Slate sont au scénario, dont les deux seuls premiers noms vont sortir leur épingle du jeu en écrivant Le Pale Rider de Clint Eastwood ou Le Sale temps pour un flic d'Andrew Davis, ainsi que Le Héros de William Tannen, les deux derniers en tout cas, avec Chuck Norris. Les scénaristes vont réussir là où beaucoup vont échouer, jouer sur le surnaturel qui s'immisce dans l'existence banale et quotidienne d'une petite ville, même si malheureusement ils ne vont développer que peu les personnages et leur donner parfois des dialogues assez indigents. Si vous sortiez de votre sale bagnole un instant, hein? On voudrait voir quelle tête vous avez. Le film a été tourné en Utah, principalement à Glen Canyon et au parc national de Zion. Pour symboliser ce mal absolu avec cette voiture, c'est George Barris qui va la construire d'après une Lincoln Continental Mark III de 1971, transformée comme il avait fait d'ailleurs sur la Batmobile de la série télévisée de 1966. Merde, un minus. Le coût du changement sera de 84 000 $ pour les 6 voitures, puisqu'il faut en détruire sur le tournage plusieurs lors des poursuites et des cascades. Une 7e voiture a été construite plus tard et montrée au studio Universal, mais Barris a fini par la vendre à un collectionneur dans les années 1980. Le toit sera rabaissé de 10 cm 16, une grille placée à l'avant en métal chromé, qui elle fut faite main, et les côtés sont renfoncés et bombés vers le haut. Le tout sur un poids total de 2500 kg et un moteur V8.
Pour la scène des tonneaux, 5 au total quand même, ce sera fait avec un tube explosif rempli de dynamite et que le cascadeur au volant va activer. Le peu d'effets spéciaux sont réalisés par le grand Albert Whitlock, dont des transparences ici qui sont loin d'être parfaites, il faut le dire. Et l'apparition finale dans la peut-être destruction de la voiture. Puis le matte painting sur les rochers. C'est terminé. Le film remportera dans les 12 millions de dollars, proche des 13, mais sans aucune idée du budget après quelques recherches. James Brolin joue donc Wade Parent, un policier qui va devoir faire face à une voiture qui n'a personne au volant. Un personnage touchant qui va devoir traquer une voiture pas comme les autres. Il s'occupe de ses 2 jeunes filles, leur mère étant partie. Bon, son personnage n'est pas le mieux écrit et il ne joue pas parfaitement bien, mais il fait le travail et a la bonne gueule du héros. Le rôle qui va faire connaître James Brolin dans le monde entier est bien sûr celui du jeune Dr Stephen Kiley dans la série télévisée américaine Dr Marcus Welby de 1969 à 1976 et bien sûr celui de George Lutz dans le Amityville La Maison du Diable de Stuart Rosenberg en 1979. Failli devenir James Bond sur Octopussy après que Roger Moore ait demandé une augmentation un petit peu trop forte sur son salaire et a un fils, un acteur, Josh Brolin, acteur connu des Goonies de Richard Donner à Thanos sur le MCU et tant d'autres rôles. Et James Brolin est marié à Barbara Streisand depuis 1998. Il va jouer John Blaine dans Le Monde Ouest de Michael Crichton, Charles Brubaker dans Le Capricorn One de Peter Yams, Sean Boyd dans Fort Bronx et joue encore parfois et c'est ici Jacques Richard, grand doubleur pour Gene Hackman, Robert Duvall ou autres, et qui manque fortement. Non, je viens avec vous. C'était mes amis aussi. Ronny Cox interprète Luke, un collègue de Wade qui est bien plus perturbé par tout ça qu'il y paraît, puisque cette affaire le repousse à picoler en cachette. Doublé par le grand Francis Lax, il reste un des acteurs du film Délivrance de John Boorman, joue dans Tueur de flics et Taps d'Harold Baker. Il est le Bogomil des 2 premiers flics de Beverly Hills de Martin Brest pour le premier et Tony Scott pour le second, et sera Dick Jones, second de l'OCP dans Robocop et Cohagen dans le Total Recall de notre Hollandais violent préféré, notre Paul Verhoeven. Oh, mon Dieu, c'est encore lui. La meilleure scène d'attaque du film est bien sûr celle où Lorraine, jouée par Kathleen Lloyd, la fiancée de Wade, qui est institutrice, va se retrouver face à la voiture. Brusquement, le vent s'est mis à souffler. Il a même failli me renverser et... Une scène intense dont le scope est absolument magnifique ici, qui se passe de nuit. Elle est chez elle, elle voit le vent arriver, elle sait que la voiture n'est pas loin. Je ne sais pas, je crois que j'entends ce maudit moteur. Oh, je suis certaine qu'il est là, quelque part. Appelle son chéri qui lui est à l'hôpital. Et bien sûr, la voiture, on la voit arriver et elle va passer à travers la maison pour la percuter. Dis-moi seulement ce que je dois faire, mon chéri. L'actrice est essentiellement bien sûr connue dans le monde pour son rôle Carol Baldwin dans la série Magnum et au cinéma très peu de rôles si ce n'est dans le Missouri Break d'Arthur Penn ou Pacte avec un tueur de John Flynn. Elle a joué dans un grand nombre de séries télévisées et Sylvie Fay est à sa voix française. Au revoir. Le shérif Everett est interprété par John Marley, autre gueule de cinéma, doublé par George Atlas, rien de moins. Plusieurs épisodes des Mystères de l'Ouest, Love Story d'Arthur Hiller, le parrain de Francis Ford Coppola, le père de David Banner dans la série L'incroyable Hulk. Bref, une belle filmographie. On n'a pas le droit de battre une femme, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse, hein. Ça, c'est ma femme.
Le vétéran R.G. Armstrong dans un rôle extrêmement antipathique d'un mari brutal qui frappe sa femme, mais qui ironiquement sauvera la situation à la fin du film en fournissant les explosifs qui vont servir à piéger la voiture maudite. On a besoin de toi. Il bat donc sa femme et c'est un sérieux connard, une sorte de pendant du Queen des Dents de la Mer, mais en vrai con. En voilà des manières, hein? Espèce de sauvage. Je suis un contribuable, moi. C'est mon fric qu'on vous donne. 67 films, dont beaucoup de westerns, même avec Sam Peckinpah, 99 séries et une quinzaine de téléfilms. Il va jouer sous la direction de Jack Arnold, Elia Kazan, Henry Hathaway, Howard Hawks, Philip Kaufman et j'en passe, et même le Predator de John McTiernan, parce que souvenez-vous, c'est lui qui envoie l'équipe en mission en début de film. Mais attention! Il suffit d'éternuer pour que ces capsules te fassent une belle omelette dans ta culotte. Le grand André Valmy est à sa voix française parfaite. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est... Enfin, on sait que ça n'allait pas très bien entre toi et maman. Et enfin, en fille du héros, nous avons Kim Richards qui joue dans le film, actrice disneyienne avec La montagne ensorcelée, La folle escapade et Les visiteurs d'un autre monde. Puis, juste avant Enfer mécanique, elle se fait buter dans les séquences choc du assaut de John Carpenter en achetant une glace. On s'en rappellera tous. La musique de Leonard Rosenman va être ici ce qu'on appelle une béquille sur le film. Entendez que sans, nous pourrions tomber sur un film bien moins fort. Reconnaissable dès ses premières notes, la musique de Rosenman apporte tout l'art et la science musicale si complexe du compositeur dont il avait déjà travaillé avec Silverstein sur Un homme nommé Cheval. Ici, il opte clairement pour une approche avant-gardiste, atonale et dissonante, plus typique des musiques à suspense fantastique des années 70. La principale idée du score, c'est l'utilisation clé du célèbre Dies Irae, mélodie grégorienne traditionnelle très utilisée depuis des siècles dans le monde de la musique et bien sûr de la musique de film, de même associée à la voiture sur la longueur du film. Hé! Ça y est, je le vois! Il est au pied de la falaise. Ouais, ici mètre 4, nous sommes à 3 km, nous arrivons. Dès le générique de début, le son est inquiétant et le compositeur va nous imposer un ton lugubre, nourri au son de tuba, clarinette basse, basson, contrebasse, dont les cordes et les bois vont y ajouter l'angoisse. Une musique telle que ce compositeur atypique a toujours su le faire et dès les premiers méfaits de la maléfique voiture, Rosenman nous donne le thème clé de la musique, une répétition entêtante de 2 notes comme John Williams l'avait fait sur Les Dents de la Mer, mais au clavecin ici, et les cuivres de manière percussive rappelant le métal de la voiture. Une signature classique de l'auteur donc, dont beaucoup de ses musiques retrouveront ce passage, comme sur le Robocop 2 de Irving Kershner. Allez! La musique va devenir de plus en plus agressive, très agressive même, avec les meurtres s'intensifiant, et dont un autre thème de 3 notes mélodiques confié aux cordes et associé aux policiers et aux victimes de la voiture, associé au Dies Irae bien sûr, et il faut le dire, cela fonctionne très bien. De la musique électronique est utilisée de temps en temps avec un synthétiseur Moog qui renforce l'atmosphère et l'ambiance du film de la meilleure des manières. Leonard Rosenman va aussi composer des musiques spectaculaires sur des morceaux qui ne le sont pas moins, où les cuivres comme enragés accompagnés de percussions folles et de cordes renforcent la tension et la terreur et ne font qu'un pour les personnages comme sur le morceau Run ou le Race Poursuite. Malheureusement, comme il l'a souvent prouvé, et malgré l'affection que je porte à ce compositeur, la musique de The Car est très répétitive, presque à raison sur le film, mais à l'écoute sur CD, c'est bien moins intéressant, surtout dès la moitié du CD. C'est un compositeur qui aura beaucoup de mal à sortir de ce qu'il a déjà composé et nous le remettra sous d'autres films, sous d'autres formes. La poursuite finale est autant musicale que visuelle sur 2 morceaux sur l'album où l'orchestre est poussé dans ses derniers retranchements dont les 2 notes de la voiture sont à leur apogée. Après tout, ce sera la séquence qui va rester, musicalement aussi, dans un morceau apocalyptique extrêmement bien orchestré et interprété.
Comme toujours, avant-gardiste, je le disais, Rosenman nous en met plein la gueule pour ceux qui aiment ce genre de musique très typée années 70-80, mais extrêmement maîtrisée par une technique parfaite. C'est vraiment une de ces musiques que j'aime le plus, de ce compositeur avec son Lord of the Rings, bien sûr, de Ralph Bakshi, et qui va influencer ses compositions futures. Son univers est donc déjà présent, il faut l'accepter et se régaler sans concession, et symptomatique de ce qu'Hollywood ne fera que peu en liberté musicale, des risques et toujours des risques, ici parfaitement assumés. Chef-d'œuvre malgré le coup de mou au milieu, mais sur une partition de moins de 35 minutes, ça passe, et merci à Intrada d'avoir sorti l'album en 2015, il était temps, encore une fois. Il avait l'air de foncer droit sur moi, alors je plonge, il fait un crochet et il renverse ses vrais... Venu de nulle part, une étrange automobile noire et sans chauffeur sème la mort dans une petite ville. Comment ne pas être intéressé par ce genre d'histoire de genre, comme l'époque savait les faire, sans trucage, sans excès, bref, tout en naturel, rien de mieux pour que les gens y croient plus facilement. Un véhicule diabolique, donc pour certains à l'époque meilleur que le film de Spielberg, je vous laisse seul juge, mais certainement de la part de son réalisateur Elliot Silverstein, un film qui réussit à innover sur beaucoup de plans, dont un formidable scope et qui va réussir à donner aux spectateurs des décors formidables et lugubres, un désert où les rochers ne manquent pas, désert où l'auto va se planquer. Une fois ces meurtres réussis. Les cascades sont parfaites et jamais gratuites, et la réalisation du film est magistrale alors que personne ne l'avait vu venir, qui n'est jamais mentionné alors que les protagonistes savent bien qui fait quoi avec une voiture qui symbolise le fait que la machine triomphe sur l'homme. Mais l'on peut aussi y voir un Dents de la Mer ou un Orca avec une bagnole dans la manière de faire le film. Un film absolument rafraîchissant et rare sur le genre du véhicule maléfique, dont la réalisation est même au-dessus de ce que l'on est en droit d'attendre, sur le genre en tout cas, et une suite qui sortira en 2019, The Car, Road to Revenge, où Ronny Cox revient, mais sur un autre personnage, et considéré à raison comme un ratage total. Entre Duel et Christie, nous aurons le segment du film en plein cauchemar de Joseph Sargent ou même le Maximum Overdrive de Stephen King, voire le Killdozer de Jerry London. D'ailleurs, cet enfer mécanique sera critiqué de façon absolument négative, qu'il compare à ce qu'il est, une série B, mais dans le mauvais sens du terme, alors que c'en est une bonne, et reprenant le thème des Dents de la Mer dans un film cheap et grotesque pour eux, pour les critiques de l'époque. Quand on a les yeux au niveau du trou de balle, je peux comprendre que ces gens-là n'y voient que ça, alors qu'aujourd'hui, c'est un régal au visionnage. Un film rare qui ne passe que peu à la télévision, mais dont un Blu-ray existe chez Elephant Films. Un film dont la VHS ne sortira jamais en France à l'époque et dont Universal le laissera dans ses caves ou oubliettes, trouvant peut-être le film honteux. Et c'est loin d'être le cas, malgré quelques accélérations effectivement de pellicules visibles pour simuler les vitesses de poursuite et quelques effets spéciaux ratés. Une voiture qui a de la gueule, inoubliable même, et un film qui, sans être purement original dans son traitement, fait de ce film ce qui est la définition même du mot culte, parce qu'une génération, elle, ne l'oubliera pas de sitôt. Le film devait s'appeler Wheels au départ, roue, ce qui est quand même peu impressionnant, et la scène finale, lorsque la voiture tombe dans le précipice, sera reprise dans un épisode de K2000, le prototype. Des moments forts et d'autres ratés, mais il se dégage d'enfer mécanique un savoir-faire vraiment étonnant, donnant un coup d'avance sur le spectateur et parfois en partageant la surprise avec ce dernier jusqu'au final et au cri de la bête. Elliot Silverstein met parfaitement bien la voiture en valeur et représente parfaitement aussi la menace qu'elle est, le générique final glaçant nous montrant la voiture arriver dans une grande ville. Je mets bien sûr la note de 5,5 sur 6 à ce film, un film qu'il faut voir et revoir en se faisant plaisir, un film à la Universal d'époque, ne le ratez pas.
N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Et vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives inédits tous les 15 jours. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, j'ai pas la bagnole, bref, plein de choses. Et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir si vous en avez envie aussi. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour avoir les notifications et à bientôt pour du lourd. Bye bye.